On y va. On reprend. Ouais, du coup, Morphean. là, c'est un bon exemple de ce qui ne va pas aussi et du mauvais alignement de vision, mais on y reviendra. Et c'est aussi la raison pour laquelle on est sorti du projet, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Nous, on a eu le temps, ces quelques semaines, quelques mois, de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. T'arrives à la conclusion dès le début. Ouais, exactement. Donc, merci à tous. Alors, on a fait les slides en septembre, donc on va un peu, j'avoue, ça va être un peu rock'n'roll. De quoi on va parler? On va présenter un peu Morphean, son historique, le produit qu'il développe et un peu l'équipe. Et pourquoi ce projet est un cas d'école, ce que je viens de dire. Après, l'historique qu'on a avec Morphean et petite présentation de l'application, la mission qu'on a effectuée pendant ces quelques mois, et notamment une mission spécifique qui s'appelait le Life Ray Exit. Ça, on y reviendra à la fin. Et puis enfin, petite conclusion, petit Rex perso, quoi, la classique. Alors, Morphean, c'est quoi? C'est une solution de vidéosurveillance cloud intelligente. Bon, ça, c'est issu de leur site. Hein. C'est une société suisse qui a plus de 15 ans d'existence maintenant. C'est un modèle B2B, mais c'est B2B2B. En gros, c'est une solution SaaS qui va vendre de la vidéosurveillance. Alors, il y a d'autres services, mais principalement de la vidéosurveillance, qui va vendre ces services-là à typiquement un gros groupe, un de leurs plus gros clients, Securitas. Et Securitas va revendre cette solution de vidéosurveillance au Intermarché du coin, au parking souterrain là, de la gare. Voilà. Et ça, c'est assez clé, c'est-à-dire que c'est aussi une des raisons, on va y revenir pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est qu'ils ont très peu de remontées de leur application, de l'utilisation finale, de ce qui ne va pas, des améliorations qu'on pourrait apporter à l'application. Et du coup, ça brouille un peu les pistes sur leur direction. Multisectoriel, eh ben, la sécurité, commerce, c'est tout ce qui va être surveillance des files d'attente, ce genre de choses-là. Santé, transport et logistique. Il y a un bon exemple sur transport et logistique, c'était, je ne sais pas si tu te souviens, c'était sur la logistique, c'est pour la boîte à chaussures, pour vérifier que les commandes partent bien. C'est filmé, c'est vidéosurveillé. Alors, il y a un peu de business intelligence derrière. Et en fait, c'est pour tamponner que dans ce colis-là, il y avait bien la paire de chaussures et que le client, à la fin, ne te dise pas « Ah, mais attends, j'ai reçu le colis, il n'y a rien dedans. » Et ça marche dans l'autre sens aussi. C'est les retours. Ouais. Les retours, quand ils ouvrent les boîtes, automatiquement, il y a une photo qui est prise et qui est mise dans le dossier. Et du coup, tu peux dire, là, en fait, là, vous nous envoyez une brique, c'est pas une chaussure, et là, la photo automatiquement de votre retour. Donc, on a ça et recyclage. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est sur leur site, mais je n'ai pas de cas d'exemple. J'aurais pu parler de ça. Ouais, bref. Et l'idée derrière, c'est leur titre un peu, permettre aux entreprises d'accéder à une vidéosurveillance, à une surveillance intelligente et évolutive. Ouais, c'est surtout que, par exemple, dans le commerce, ils utilisent aussi les flux dans le magasin pour faire de la business intelligence là-dessus aussi. C'est pas que de la surveillance, on vous vole un produit, c'est aussi de suivre le parcours client et peut-être de changer les parcours clients et s'adapter à ça. Ils vendent aussi des trucs autour de ça, pas que de la surveillance. Ouais, des surveillances de queue, notamment des queues. Ça, ouais. Alors, c'est vrai et pas vrai, parce que souvent, l'intelligence, en fait, elle est sur le capteur, à proprement parler. C'est pas eux qui la développent. Oui, c'est vrai. En fait, là, souvent, on a une caméra qui va, je sais pas, vous voulez compter le nombre de papillons qui passent dans votre truc. La caméra a une intelligence qui va avec des algorithmes que vous pouvez rentrer, que vous pouvez customiser. En général, c'est clé en main. Il va compter le nombre de papillons et en fonction, je ne sais pas si au bout de 10 papillons, vous voulez lancer une alerte, et ben là, on déclenche des scénarios. Et c'est là que là, on intervient, on peut déclencher des scénarios, envoyer une notification, ce genre de choses-là. Mais souvent, l'intelligence, elle est portée par le capteur. Mais leur appli, elle leur permet de se connecter à la caméra. Non, mais c'est là où je veux dire que c'est un peu mensonger dans le sens où c'est pas eux qui portent l'intelligence. Alors, ils voudraient bien le faire, mais c'est encore l'intelligence qu'il y a dans l'application, elle est quand même très basique. Quoi. Et pour donner un peu d'historique, ils travaillent principalement avec une marque de caméra qui est suédoise, je ne sais plus le nom, mais Axis. Axis, ouais, c'est ça, qui est de la marque un peu qui coûte un peu un bras et Mecal, ce genre de choses. Et ils
ils crament un peu de gaz. Je sais pas Ils où ont ils en cramé sont. beaucoup de gaz. Pour pouvoir gérer aussi maintenant des marques, une marque coréenne Ouais, c'est une À autre- Noix. à Noix. À Noix. Et là, par contre, bah, du coup, c'est pas tous les mêmes pilotes, pas tous les mêmes de manière de se connecter. Et donc, ils ont développé, ou ils Ils sont développent, très dépendants des marques de caméras et de voilà, capteurs. pour pouvoir rajouter des caméras qui coûtent moins cher pour permettre aux clients de s'équiper à moins cher. Alors, ce qui, C'est le genre de problématique. ce qui pose des problèmes aussi à leur business parce que bah, les producteurs de caméras ont aussi leur système, des fois qui sont managés, des fois même en SaaS. Et il y a même leurs propres clients, genre Securitas, qui ont développé leurs propres solutions parce que c'est leur business. Donc, où ils sont entre eux, voilà. C'est pour ça que c'est un peu compliqué leur secteur. Et pourtant, c'est des Suisses et c'est de la sécurité, ça devrait être porteur. Et ensuite, accès au système de surveillance, on a dit bah, caméra ou autre capteur, ça peut être des capteurs de sonore, ça peut être des ouvertures, des contrôles d'accès. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre comme type de capteur, mais en surveillance, on peut voir que ça. Des badges, des lectures de plaques d'immatriculation, enfin des trucs comme ce genre de choses qui. Ouais, ça reste des caméras. Ouais, Ouais. après, oui, c'est une caméra avec une analyse un peu spéciale. On l'a dit, donc ils ont une feature spécifique au-delà. Alors le cœur vraiment, c'est système de vidéosurveillance, vous pouvez avoir vraiment une espèce de cockpit où vous voyez toutes vos caméras à distance et vous pouvez prendre à distance le contrôle de la caméra. Si la caméra a un haut-parleur, vous pouvez parler directement, enfin bref, ce genre de choses-là. La deuxième feature principale, je dirais, c'est le contrôle des accès. Eh ben, à distance, ils peuvent contrôler le contrôleur de la porte avec souvent une caméra en prime. Et à distance, ils peuvent ouvrir, fermer la porte, tout simplement. Le BI, le déclenchement de scénario, ce qu'on disait, c'est relié au capteur en fonction de certains triggers qui sont vraiment liés au capteur. Et ben, on va pouvoir déclencher des scénarios. C'est souvent des notifications, c'est souvent des push de notifications. Je ne veux pas trop de scénarios un peu alambiqués. C'est souvent de la notification. Ouais. Ils notifient il y a un événement dans l'appli, après c'est permet eux de faire des analyses dessus sur ces événements. Ouais. Mais c'est des événements configurés dans la caméra. C'est la caméra qui a cet événement configuré et donc elle va envoyer ces événements dès qu'ils se passent. Contrôleur à distance, ce que j'ai un peu dit juste avant. Et ils ont des alarmes zones. C'est aussi, c'est pas forcément lié au contrôle des accès, mais en gros, ils peuvent déclencher à partir d'un contrôleur à distance, armer, si vous voulez, des alarmes et les désarmer en fonction pareil, d'un agenda spécifique. Après, c'est vrai, on dit alarme, mais en fait, c'est des caméras qui détectent des gens. Et en fait, sur certaines plages horaires, tu détectes quelqu'un, tu envoies une notification comme quoi il y a quelqu'un qui est dans l'espace Ouais. qui ne devrait pas être à ce moment-là. Enfin, encore une fois, c'est caméra plus d'autres capteurs. Ça peut être des capteurs Oui, infrarouges, ce que vous voulez. Peu importe. Donc voilà, on est un peu sur leur solution. Et avec un peu de contexte, c'est quoi l'histoire? C'est le split d'une USN qui s'appelle encore Softcom, qui ne marche pas très bien d'ailleurs. Qui est suisse aussi. Et de quoi? Comment tu sais qu'elle ne marche pas? Ah, d'accord. On le savait. Il y a une troisième boîte. C'est une vieille solution qui était on-prem et qui est passée sur AWS. Alors ça, l'historique, c'était assez récent, parce que nous, on est arrivé, il y avait encore un peu Je pense que c'était dans l'année écoulée, quoi. Genre, ça a moins de 2 ans, cette histoire. Oui. Concurrence élevée, je vous l'ai dit. Petite équipe de dev. Alors, en tout, Morphean, je crois qu'ils sont 12. Je n'ai pas le chiffre exact. Et en termes de dev, je pense qu'ils sont 5. Il doit y avoir 5 devs. Il y a 2 commerciaux. C'est vraiment tout petit. Vraiment tout petit. Il y a un gros enjeu sur la sécurité, sur les droits d'accès aux devices. Ouais. Et ça va être aussi le motif de notre arrivée, de ces enjeux de sécurité sur les droits d'accès. Et enfin, la Suisse, c'est un contexte particulier aussi, la Suisse. Parce que les devs coûtent cher. Les devs coûtent cher, il faut les payer et il faut que ta solution elle marche comme d'hab. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On fait la conclusion avant le début, c'est ça qui est bien. C'est la marotte de Stéphane. Ouais. Non, mais parce que moi, ça m'a choqué. C'est-à-dire que vraiment, dès les premières semaines, même dès les premiers jours, tu comprends un peu que ça ne peut pas marcher, quoi. Ça peut pas marcher. Les devs ne sont pas du tout alignés avec la stratégie de l'entreprise. Si tant est qu'il y ait une stratégie, parce que on a eu du mal à déterminer quelle stratégie. Donc, ils ont fait simplement une pseudo-écoute de leurs clients finaux
ils n'arrivent pas à remonter ces infos-là, donc c'était un peu compliqué de savoir. Donc, ils ont essayé de proposer tout plein de features qui, pour la plupart en prod, ne sont quasiment pas utilisées. Donc, on a travaillé sur des features qui clairement ne marchaient pas. On va revoir tout à l'heure les features principales, mais en gros, mis à part la vidéosurveillance et les contrôles d'accès, le reste est peanut, c'est un client par-ci par-là qui utilise ça. Et donc ça, c'est beaucoup d'énergie dépensée sur des features, notamment aussi en ce moment la BI et les contrôleurs, il y a des actionable indicateurs à distance. Typiquement, c'est les contrôles de feu à distance. Ils ont rajouté cette feature-là pour un seul client, enfin, c'est un coût énorme et très peu de ROI derrière. Donc ça, c'est un exemple typique de ce qui ne va pas. Une concurrence accrue au fil du temps parce que ils ont du mal à évoluer face à la demande de leurs clients. Certaines demandes de leurs clients, ils ont pris beaucoup de temps à répondre à cette demande-là et on a vu le cas de Securitas qui a développé leur propre solution. Et la bascule cloud non préparée. Ah oui, très bon exemple. Ils sont passés chez AWS et ils avaient des rétentions de données de vidéo. Vous vous rendez compte que c'est énorme la rétention de données. Et ils n'avaient pas forfaité leurs clients sur combien de temps de stockage vous voulez, en 4K, en 2K. Ils n'avaient pas du tout préparé ça. Ils ont mis open bar sur AWS. Je vous laisse imaginer la facture au bout de quelques mois. Ils n'ont pas rattrapé ça et du coup, ils ont eu une facture énorme et ça a été, ils ont développé un truc à l'arrache pour faire des subscriptions en fonction des clients, mais c'était vraiment très compliqué. Ils ont perdu beaucoup d'argent pendant la bascule. Et ce qui coûte le plus cher, c'était pas le stockage en tant que tel, hein, c'était les flux réseau qui ont explosé. Voilà. Et parce qu'AWS, tu payes le tuyau. Hein. Tu payes beaucoup et là, c'est vraiment ce qui coûtait le plus cher. Et ça, typiquement, c'était un gros trou dans leurs finances qui traîne encore maintenant. Et on revient à l'histoire. Pourquoi comment on est arrivé chez Morphean? Il était une fois Tristan et la magie opéra. Ils avaient un besoin Keycloak. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, peut-être, Tristan. Je ne sais pas si vous connaissez Keycloak. Je ne me souviens plus trop comment ça s'est passé, mais en gros, ils avaient un Keycloak sur lequel ils avaient fait du dev un peu à l'arrache, je pense. Ils avaient déjà un Keycloak. Ouais, ils avaient déjà un Keycloak, ils avaient branché le Keycloak sur le LifeReg que vous essayez de sortir, je pense, pour la gestion des users. Là. Et ils ont voulu passer de la version 12 à la version 21, un truc comme ça. Et voilà. Ils se sont dit qu'ils n'y arrivaient pas. Ouais. Et donc on avait bossé, je ne sais plus, peut-être 20 jours, quoi. Ouais. Voilà, très bonne porte d'entrée. Et ils avaient eu évidemment une très bonne impression de Lexi. Bah oui, forcément, avec Tristan. Non, mais c'est ce que répète Paul souvent, c'est que la porte d'entrée Keycloak, c'est quand même une super porte d'entrée. Et là, ça s'est vérifié. Parce que au final, on a quand même réussi à placer quasiment trois personnes toute l'année, quoi. Grâce à cette mission. Comment? Il a fallu les harceler, il a fallu les convaincre. Ouais, j'imagine, ouais. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent déjà à l'époque. Donc, mais le savoir-faire de harcèlement de Paul a apporté ses fruits. Ça a apporté ses fruits. Et donc, on va arriver sur la partie technique. Et donc, avant de commencer notre mission, ils nous ont rappelé en janvier pour faire un audit sur leur nouvelle implémentation. Alors, ils avaient un vrai problème. De quoi? Ah oui, c'était toi, c'est vrai. Putain, non, pardon, excuse-moi, c'est à toi. Ça, oui, je fais partie. Non, on focus sur l'audit. Donc, la mission, c'était annoncé comme ça, c'est-à-dire on a 3 semaines pour auditer le passage de rôle, gestion des permissions sous forme de rôle en permission, les contrôles d'accès de rôle en permission. Donc, nous, on s'est retrouvés à aller là-bas 2 ou 3 jours, 2 jours. Donc, l'idée là de ce point-là, c'est plus de faire un retour un peu sur comment ça se passe, ce genre d'action. Parce que quand tu vas là-bas et tu n'as pas trop d'idée de quelle sauce tu vas être mangé. Tu sais pas du tout dans quoi tu vas arriver. Donc, on s'était documenté un peu sur airbag, payback. On avait vu la conf de Seb. On était arrivé avec un peu des idées de choses pour appréhender ça. Mais on n'avait pas beaucoup plus de billes que ça.
Ah, mais on n'a pas revenu sur la problématique, parce qu'ils avaient déjà implémenté une Oui, c'est ça. solution Ah, mais dans les premiers mois. Et en fait, ils voulaient voir si on pouvait challenger leur solution et ou confirmer leur position. Ouais. Et la Mais problématique. ça, on le savait derrière dès le ça- début qu'ils avaient déjà implémenté des trucs. J'ai un doute. Non, on le savait pas. On le savait pas. C'est ça. C'est là. Non, on le savait pas à ce Tu moment-là. vas te dire les conclusions comme d'hab. Mais par contre, c'est ça que tu racontes la problématique. Pourquoi ils ont une problématique de rôle vers permission? Alors, ça, justement, on l'a découvert en allant là-bas. Alors déjà, juste, je fais le retour. Déjà, il y a des choses bêtes, mais on arrive, on a été bien accueillis, c'est-à-dire qu'il y avait l'archi Olivier et Romuald, qui est le responsable métier, qui nous ont accueillis. Il y avait Antoine aussi, le CTO, et les 2 jours, ils ont pris 100% du temps pour nous. Donc, c'est peut-être bête à dire, mais c'est plutôt bon signe. Déjà, ce genre de signaux, c'est qu'ils voulaient vraiment avancer. Et assez rapidement, on a aussi compris que, en fait, ils avaient travaillé avec une ESN qui les avait accompagnés pour le passage sur AWS, avec plus ou moins de succès. Ils étaient contents quand même d'avoir réussi à passer sur AWS. Et quand ils ont voulu continuer à travailler avec eux pour cette problématique-là, ça s'est pas bien passé. Donc ça, c'est les premiers signaux un peu qu'on récupère assez rapidement. Et du coup, assez vite, tu comprends, OK, il va falloir qu'on les rassure sur notre capacité à produire. C'est à monter sur le sujet, à le comprendre, à le challenger et puis à gérer. Donc assez vite, on comprend ce genre de choses. Et effectivement, on a été surpris au début parce qu'en fait, nous, on se pensait qu'il y avait une problématique à laquelle on devait répondre. Et en fait, ils avaient déjà commencé à implémenter une solution pour répondre à cette problématique. Donc, la problématique de base était que jusque-là, tout ce qui était les contrôles d'accès, la gestion de l'authentification, elle se faisait par des rôles. Donc, eux, tout est basé sur une organisation hiérarchique. Donc, tout en haut, il y a l'hosting provider, ouais. Donc, c'est Morphean. En dessous, ils ont leurs clients, ce qu'ils appellent les VSP. Securitas. Par exemple, Securitas. Et en dessous, il y a des customers. Intermarché. Et au sein de ces customers, il y a des sites. Intermarché. Et toute la gestion du coup de leur autorisation, elle est passée sur des rôles qu'on affecte à chacun de ces niveaux. Donc ça se fait de manière. Et il se trouve que ce modèle-là a des limites. Il se retrouve à avoir des besoins des fois, avoir des besoins qui rentrent pas dans ce cas-là. Donc il y avait un besoin dont j'avais en tête, c'est que par exemple typiquement il y a Securitas, ils vendent des caméras qui sont des caméras mobiles qu'on peut prendre, qu'on peut poser sur un site ou qu'on peut déplacer à un autre endroit du site. Et du coup, là, ça marche plus parce que ça rentre pas du tout dans cette organisation-là. Et ils avaient aussi des partages qu'ils devaient faire parce qu'il y a, on peut configurer alors je sais plus si c'est un VSP ou en tout cas une entité externe qui sera l'entité en charge de surveiller en fait un prestataire externe qui va être en charge de surveiller et que potentiellement lui il va surveiller le Intermarché Rennes et l'Intermarché Une seule caméra Nantes. d'Intermarché Rennes, c'est la porte d'entrée. Voilà. Une seule caméra de Super U Angers. Quoi. Après, il y avait un autre. Ça rentre pas dans leur modèle. Voilà, ça rentre pas dans leur modèle, donc ils se retrouvent à mettre un peu des verrues pour arriver à ce genre de choses. Enfin, ils voyaient bien que ça ne pouvait pas, ça rentrait plus, il fallait changer, donc passer à un mode de permission où on allait pouvoir définir des permissions plus fines sur les caméras. Si tu voulais compléter quelque chose. Ouais, après, il y avait un autre cas aussi qui m'avait énoncé, c'est le cas où quelqu'un doit donner des vidéos à la police quand c'est des vidéos des rues et donc il faut qu'ils donnent des accès spécifiques à certaines caméras parce qu'ils veulent pas donner toutes les caméras du client parce qu'il y a peut-être et donc c'est aussi ces cas-là où ils ont pour un user temporaire donné telle caméra pour avoir un truc hyper fin. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas capables de faire ça. Ils sont obligés de donner tout le site et le user a accès à toutes les caméras du site. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est un peu la problématique qu'il y avait. Et donc on a la surprise, c'était qu'ils avaient commencé déjà à implémenter une solution et en fait, ils étaient déjà capables de gérer des permissions au niveau des caméras, d'accès des caméras. Donc c'est déjà une grosse partie du travail quand même qui est importante. Et donc ils avaient très rapidement, ils avaient un microservice qui était déjà développé, déployé, qui leur permettait de gérer vraiment les permissions de manière fine et en tout cas les stocker, de dire si je veux sauvegarder une permission, je passe par ce microservice-là. Si je veux consulter, si on a les droits, on passe par ce microservice-là. Et derrière, ils avaient, il y a des impacts dans tout leur code pour faire les demandes dans ce code-là. Donc il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été faites. Donc quand on arrive,
prend toutes ces infos un peu dans la tête. On regarde un peu la tête de tout le SI. Les 2 jours, c'est aussi 2 jours où, ce qui est important, les soft skills sont hyper importants parce que du coup, il faut arriver à se montrer hyper ouvert, arriver à échanger avec eux, les rassurer, boire des bières, prendre une fondue, aller courir avec eux, aller manger avec l'équipe. C'est bête à dire, mais c'est vraiment important en fait. C'est hyper important. Non, mais il faut être cohérent parce qu'en 3 semaines, sur une application qui a plus de 15 ans, on ne peut pas savoir, on ne peut pas être pertinent. Ce sur quoi ils vont nous noter, je dirais, c'est plus sur l'accompagnement, l'écoute et voir ce qu'on a compris du problème. Mais Voilà. Au final, le rendu de l'audit. Du coup, c'est ce qu'on s'est dit assez rapidement. On s'est dit, OK, en fait, ils ont déjà leur solution. On va pas Ils ont travaillé quand même longtemps dessus, donc on va pas arriver en 2 jours direct de 3 semaines et arriver à dire directement c'est pas bon ce que vous avez fait. Mais il faut qu'on les rassure sur notre capacité à comprendre ce qu'ils ont fait, à le documenter, parce qu'en fait c'est assez peu de doc. Donc très vite on s'est dit faut qu'on documente un maximum ce qu'on comprend, ce qu'on voit, ce qu'ils ont fait. Génial. C'est moche. Ça c'est moche. Hein. C'est toi qui l'as? T'as rien? Je vais aller chercher mon ordi. Et l'autre? Tu vas accès l'autre, je pense. Non. Autrement, il faut que tu te connectes en tant que toi. Non? On reviendra dessus après, du coup. Donc, ouais, ça, c'est assez vite. Enfin, ça, c'est un peu l'archi. Alors, je vais pas vous. Alors, si, autre élément important qu'on a dans les petits signaux, quand on est arrivé un moment dans les locaux, on a croisé un des responsables de Softcom, je sais plus. Softcom. Et la manière dont nous a présenté, dont Antoine, CTO, nous a présenté à ces personnes de Softcom, il n'a pas dit ils viennent nous aider pour gérer nos permissions. Il a dit ils viennent nous aider pour sortir l'iFray. Donc c'est bête, mais tu dis OK, en fait il y a peut-être un autre sujet qu'on va devoir creuser. Alors je vais en profiter d'être là. l'iFray, donc il est là. C'est la bloc qui est partie qui est rouge. Donc en fait ils ont des microservices qui sont capables de gérer des choses, mais il y a, je pense, 90% du code Qui est dans le corps. qui est là, qui est dans le corps. C'est leur grosse appli monolithique avec plein d'historiques. Et on a vite compris qu'ils n'arrivaient pas à en sortir de cette appli-là à cause de l'iFray. Alors l'iFray, c'est une solution qui vient avec le Wildfly. Je sais pas si vient avec Wi-Fi. Non, t'as pas En tout cas, ça les oblige à rester sur avec la version Wi-Fi. la version Wi-Fi. Ils ne savent plus monter le l'iFray. En fait, la version de l'iFray, ils ne savent plus la monter. Et donc, ça bloque en Java 8, ça bloque Wi-Fi. Enfin, ils ont encore des EJB. Enfin, pour ceux qui connaissent ce que c'est les EJB, ils en ont encore. Et donc, ils sont bloqués là-dessus. Ouais, ils ont une couche de JB sur laquelle ils ont réussi à remettre de l'injection Spring quand même par endroit. Ils essayent de moderniser en fait le truc, mais en fait, on comprend assez vite qu'ils sont bloqués à cause de ça. Et que l'iFray, lui, il sert notamment à gérer nativement des utilisateurs. C'est ça, des utilisateurs et la structure d'organisation qu'ils ont. Et je pense qu'à l'origine, ça devait être même l'OTANT aussi. Hein. Ça devait faire l'OTANT. Il devait passer par là avant de mettre Keycloak. Tout à fait. Et Keycloak va se sourcer là-dessus d'ailleurs. Va toujours se sourcer là-dessus. Va lire dans la base de l'iFray les logins, mots de passe et les infos users. Donc ça, c'est des trucs qu'on a vite compris. Donc ça c'est un schéma que nous, on a fait parce qu'en fait, il n'y avait pas ce équivalent de schéma. Le permission service, c'est le composant que justement, ils ont fait en gestion des permissions qu'ils ont fait en Nest. On reviendra dessus. Et ils font donc ils ont découpé les permissions par domaine. Donc on va retrouver les notions qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a les actionnables indicateurs, la gestion des devices, la gestion des exports clips. Et il y a une instance par en prod qui est mise pour chacun. De ces domaines. Hop. Et au niveau de l'audit, donc nous on a fait pas mal de docs et derrière on a un peu remis un peu de théorie sur leur manière de gérer, sur savoir quels sont les composants qui gèrent quoi. Donc alors je me retrouve un peu les acronymes. C'est PEP, c'est le point d'entrée, le point de décision, en fait, il est un peu mis partout. Et le PIP, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus, mais bref. Mais bon, du coup, ça nous donne un peu la théorie. Et derrière, de dire, ça nous a permis aussi de sortir un peu les limites de ce dans quoi ils sont.
Et puis là, on a pu pousser un peu plus loin, c'était essayer de voir un peu plus loin, de dire bon ben, si vous voulez un moment moderniser un peu plus, il faudra pouvoir, on pourrait imaginer, alors on est passé, imaginer une gateway via AWS, il y avait des gateways AWS qui nous permettraient de gérer un peu les permissions, mais dans ce cas-là, il faut que les permissions soient fortement associées à chacune des ressources REST, et ce qui n'est pas le cas actuellement. On ne peut pas dire telle ressource REST, ça veut dire qu'il faut avoir accès, pour y avoir accès, c'est lié à telle permission. Donc, ça permettait de monter un peu aussi les limites, les freins qui pourraient permettre d'aller plus loin. Est-ce que du coup, je peux avoir l'accès autorisé? Je te demande l'accès, je ne sais pas si ça marche. Non, ça marche. Ça. Je te demande. Le dossier a été bien préparé, hein, bien sûr. T'as pas reçu? Non. Bon, on va faire ça. Hein. Ouais, bah sinon, moi, je l'ai. Ouais, mais bon, le Meet est là et tu veux te connecter au Meet? Non, mais sinon, on met juste le. C'est quoi que tu voulais montrer, la diagramme, par exemple? Je sais pas, tu avais fait des diagrammes et des trucs. On a fait un... C'est pas moi qui les ai fait. Oui, mais c'est nos diagrammes. Hein. Non, mais attends, je considère que tu n'as pas accès au. C'est toi qui es propriétaire du truc? Mais c'est pas moi, c'est Jeff. Ah oui, c'est Jeff. Bon, bah on avance. Et donc oui, là on arrivait à ce genre de choses pour arriver à montrer jusqu'où on était. Mais en tout cas, en vrai, je pense que avant qu'ils arrivent à ce genre de choses, avoir le PDP, le PIP qui soit bien découplé du PEP, de trop travailler, je pense qu'ils n'arriveront jamais à ce niveau-là. Parce que ça va leur... Déjà, ils ont du mal à avancer sur le dos. Mais au moins, ça permettait de rassurer sur notre compréhension. Et surtout, c'est le plus important, c'était de rassurer sur notre compréhension et rassurer sur notre capacité à implémenter la suite de ce qu'ils avaient commencé à implémenter. C'est-à-dire de dire, OK, ils ont commencé à passer des permissions, passer en mode permission. Et en fait, il y avait, je sais pas, peut-être 30% qui avait été fait. Mais il y avait 70% des ressources REST qui restaient, qu'il faut passer en permission. Et donc, il fallait les rassurer sur juste trouver une méthode, un process pour nous permettre d'avancer et de le faire. Et surtout, le passage en permission impose aussi de supprimer Liferay, parce que Liferay a aussi ses droits, ses gestions de rôle et tout ça dans Liferay. Donc, il faut aussi pouvoir le virer pour pouvoir passer en permission sur la partie user et organisation. Donc, oui, c'est en fait, c'est un prérequis. Pour qu'on finisse entièrement, il faut qu'on ait viré Liferay. Donc, c'est les deux gros sujets qu'il fallait aborder. Alors, je ne sais pas si tu as dit dans le contenu de l'audit, du coup, il y avait cette projection sur AWS de l'archi. Et il y avait aussi comment on allait implémenter sur une nouvelle feature ces permissions. Et on devait le rendre à la fin. Et c'est ce que on avait quand même un rendu au bout des 3 semaines, en fait. On avait quand même un document à rendre. Bon, en gros, c'était de faire l'exercice. OK, là, maintenant, si vous deviez implémenter des nouvelles permissions sur une nouvelle feature, comment on le fait? Et du coup, on n'a même pas eu besoin. Enfin, on l'a rendu au bout des 3 semaines, mais on a eu confirmation avant la fin de ces 3 semaines qu'on allait commencer à dev parce que ça s'était bien passé, en fait. Je pense que le plus important, ce qu'il faut retenir dans l'audit, c'est que ça ne sert à rien de se mettre trop la pression, parce qu'on ne peut pas être pertinent sur un legacy aussi vieux en 3 semaines. Il faut juste essayer de bien écouter, avoir les bons réflexes. Et je pense qu'on s'est bien complété avec Thomas, parce que le premier réflexe de Thomas, ça a été de faire des diagrammes que vous n'avez pas pu voir. et moi, ça a été de boire des bières. Et ça, on s'est vachement bien complété pour ça, quoi. Tu vois Non, moi, j'ai été plus concentré sur, attends, je veux comprendre le besoin, pourquoi ça ne marche pas. Enfin, et du coup, on s'est bien complété dès le jour 1. Enfin, dès le deuxième jour, on avait déjà des questions pertinentes, on avait déjà des schémas, on avait dit, OK, ça se passe comme ça. OK. Et on a aussi tout fait pour éviter l'effet tunnel, genre, on vous rend le document dans 3 semaines. Complètement. À chaque fois, on faisait un point quasi tous les jours. Alors, peut-être pas sur l'audit, on ne faisait pas un point tous les jours, mais en tout cas, à chaque étape, genre 2-3 fois par semaine, on s'appelait pour dire on est OK avec ça, OK avec ça. L'attendu, c'est quoi? On se met d'accord. Et au bout de 15 jours, on savait déjà que la mission allait se faire, quoi. Et surtout, pas se mettre en dehors. Bon, on va faire un autre truc qui n'est pas cadré. Non, c'était toujours de la communication. Et on s'est réaligné. Il y a des moments où il disait ça serait peut-être bien de faire ça. Et finalement, on a dit c'était peut-être pas si pertinent de vous présenter ça. Peut-être plutôt. Et
voilà, se réaligner aussi sur le besoin, sur là où on allait pouvoir leur apporter plus de valeur. Et encore une fois, vraiment, l'objectif, c'était de les rassurer. Et globalement, en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est des catalogues de tous leurs endpoint REST qu'ils avaient, être capable de les regrouper par grand domaine et être capable de dire, OK, quels sont tous les rôles qui sont associés dans chacun. Donc, c'est de la rétrodoc de code à mort. Et après, dire, OK, quels sont les types de permissions qu'on va pouvoir définir associé. Et derrière, en fait, ce qui était un peu étonnant, c'est, comme tu disais, c'est qu'on se retrouve à des moments où te dire, mais du coup, cette fonctionnalité-là, ils ne savaient même pas si elles étaient vraiment utilisées. Ils ne savaient pas qui les utilisait complètement. Parce que quand on définit les permissions, forcément, c'est assez rapidement, il y a des notions métiers qui arrivent. L'application, comment ça se passe, mais ouais, ils n'étaient pas du tout au courant de. Et du coup, il y a des réalignements qu'on a dû faire. Il y a des moments où on a dû dire, bon, en fait, a priori, ces rôles-là, on va les enlever. On va faire une définition de permission où ces rôles-là, en fait, ils seront plus gérés. Mais en fait, c'est normal parce que, a priori, on les a mis, mais on n'aurait peut-être pas dû les mettre. Enfin, voilà. Après, il y a plein de fois, on les a enlevés et au final, en Oui. prod, ça a craché. Et Oui. puis, en fait, il faut peut-être les rajouter, quoi. Donc ça, on a appris avec le temps. Mais l'audit, on ne l'a pas jeté à la poubelle pour autant parce que tous les diagrammes de flux, on s'en est vraiment servi dès le début pour faire notre prestat. Et puis après, on a fait beaucoup d'Excel avec sur chaque feature, alors quel rôle, en chaque bin, quel rôle. Parce qu'en fait, tu avais deux couches de vérification de rôle et derrière, comment on va le traduire en permission. Et donc, ça avait beaucoup d'allers-retours avec eux à ce niveau-là. C'était beaucoup d'Excel au début, quoi. D'Excel et de diagrammes juste pour arriver à documenter comment ça fonctionne, pour être sûr de comprendre. Pour chaque feature, enfin chaque domaine, on devait dire les rôles qu'on avait sur le domaine, qui étaient utilisés par le domaine, qu'est-ce que ça faisait en permission et de matcher. Parce que pour l'instant, l'appli se gère toujours que des rôles. D'un point de vue utilisateur, c'est toujours des rôles. Ils ne sont pas passés encore en permission parce qu'ils n'ont pas de front pour le faire. D'ailleurs, anecdote intéressante, c'est que dès le début du dev, on a réussi à les convaincre assez rapidement en 2 points et c'est arrivé au même moment. Parce que toi, tu étais sur la refacto de l'application Nest en Spring et nous, avant de passer en permission sur certaines features, on a dû rajouter des rôles. Et en fait, ça se passe dans un délit normal. Alors, il y a une feature qui est demandée par un client spécifique, il faut qu'on ajoute des rôles et c'est des trucs qu'ils font très rarement. Ajouter des rôles parce que c'est une application qui tourne depuis très longtemps. Et donc, on en parle au délit et dit, faut essayer de voir. Et puis, nous, on était un peu dans cette gestion de rôle parce qu'on était en train de créer les permissions, donc on était déjà un peu dedans. Je dis, j'ai pris un peu la petite mission comme ça, mais sans le dire. Et le lendemain, au délit, je dis, ça y est, je l'ai fait, je l'ai implémenté. Alors qu'il était déjà encore en train de chiffrer, en mode, ça va prendre une semaine et tout, quoi. Et donc là, je dis, ok, d'accord, on a répondu, ça marche. Et toi, au même moment, il y avait un autre truc, genre en une semaine, on avait fini de les convaincre. C'était bon, c'est bon, on est opérationnel. Et c'est plus, Assez rapidement, on est devenus les sachants. Mais oui, c'était ça qui est dingue, quoi. C'était incroyable. Et en sachant qu'on leur avait dit aussi que nous, on voulait qu'il y ait quelqu'un de l'équipe qui soit onboardé avec nous, pour travailler avec nous, parce qu'on s'est dit, on a assez vite senti qu'en fait, on allait devenir beaucoup plus sachant qu'eux sur pas mal de choses, et qu'il fallait que l'information soit diffusée. Au final, leur archi Olivier, assez vite, on a compris aussi que si on arrivait à convaincre Olivier l'archi, c'était OK pour le reste. C'était bon. Donc, on a vite identifié qui était la personne qu'il fallait convaincre. Olivier est quand même quelqu'un plutôt compétent. Ouais, complètement. Mais du coup, il arrivait assez vite à suivre, à être capable de répondre à nos questions et à gérer le truc. Mais au final, il y avait un autre dev qui était avec nous, Matas, qui était là au délit, qui relisait nos PR. Qui était censé nous relire les PR, mais à part les histoires de formatage. Ouais. Et il nous aidait pas du tout. Donc, au final, je pense que c'est Olivier qui va encore faire rétention d'infos encore à toutes les infos. C'est vraiment le dev central. Il faut quand même le dire, on a été très bien accueillis par Romuald, par Olivier, mais par d'autres devs, c'était plus compliqué. Ouais. Ils ont pas, avec les devs, et tu sentais que ils n'ont pas voulu vraiment nous aider. Bon, ils nous ont pas mis forcément des bâtons dans les roues, mais bon, il n'y a pas d'animosité particulière, mais bon, on n'était pas les bienvenus, clairement. On l'a bien ressenti, quoi. Je pense qu'on était beaucoup moins cher que. La petite démo, parce qu'il est 11. Alors qu'au final, on se retrouve à faire vraiment le dev pas le plus sympathique du monde. Et pour eux, le vidéo, ça leur enlève des épines du pied. On fait du legacy qui est un peu chiant, qui n'est pas non plus sexy. Donc voilà, en parlant de sexy, c'est l'application. Alors, une petite démo. Là, je suis connecté en tant que super administrateur, donc j'ai accès à tout. Mais c'est juste pour pouvoir vous montrer un peu les choses.
Voilà, j'avais pas accès à tout. C'est un peu jaune, ouais. C'est sublime. Et Angular 7, le front. Magnifique. Et donc, il y a des écrans, tous les écrans d'administration pour administrer tout le système. Donc, tu as la configuration des VSP, donc pour créer des VSP, mais ça, c'est Morpheus qui le fait forcément. Donc, c'est le super administrateur. Tu as tout ce qui est pour créer les hiérarchies. Et du coup, là, c'est Morpheus qui crée le VSP, mais après, en dessous, c'est le client de type Securitas qui va créer ses customers, qui va créer ses sites. Enfin, non, après, c'est le client du client qui crée ses sites. Enfin, il y a toute une gestion de rôle pour avoir des accès plus ou moins avancés à certaines fonctionnalités. Donc, et ça, après, c'est pareil, la partie user, c'est que certaines personnes qui peuvent créer des nouveaux users avec leur login, mot de passe et la gestion des users. Et là, après, c'est là où on vient, où c'est là, c'est plutôt les clients finaux qui gèrent ça. C'est la gestion des caméras et de tous les éléments qu'ils ont sur les sites. Donc là, et après, ils ont du coup le dashboard où ils voient les caméras. Tu as dû te mettre sur intégration pour voir vraiment les vraies caméras. Ouais, mais l'intégration, je peux y aller si tu veux. Mais... Ah bah t'y es, regarde. Ouais, je sais. Ouais, magnifique caméra. Allez, je mets les caméras de Morpheus. De Suisse, regardez, on est en direct. En direct, On est en direct à vous, Fribourg. À vous, Fribourg. Il y a 3 € de flux. En plus, on les factures, magnifique. Et donc, ouais, là, Ouais. là, on est sur l'onglet vidéo. Donc, là, c'est plutôt les centres, les opérateurs qui ont accès à ces données-là, où ils peuvent voir les vidéos, ils peuvent revenir en arrière dans la vidéo si elle est enregistrée. Donc, tu peux revenir en arrière. Les caméras, comme on disait tout à l'heure, peuvent mettre des événements sur la vidéo, donc des petits tags sur la vidéo pour dire il y a eu quelque chose. Genre de tag qu'ils pouvaient mettre dans une rue, par exemple, il y a une personne avec un pull rouge qui est passée. Tu détectes les personnes. Attention, il y a une Rix. Il y a un coco. Il y a un quoi? Bah, une échauffourée, quoi. Il y a un Je sais pas. communiste. Et t'appelles la sécu, quoi. Et t'appelles la sécu. Mais voilà, donc, et ça va permettre de voir les caméras en direct, de voir dans le passé, de gérer les différentes caméras. Non, ça bouge ainsi, il y a une caméra. Ça bouge. Ouais, c'est vrai, et on voit la vidéo d'une vidéo. À savoir que le front, il est en Angular 7. Pour la plupart des trucs. Pas tout. Mais ils ont décidé de moderniser. Et donc, ils ont passé sur du React. Parce que. Next. Ouais, sur du Next, oui, c'est vrai. Parce que Angular 7, c'était trop. Ils n'arrivaient pas à le mettre à jour. Et du coup, ils l'ont tellement pas mis à jour que du coup, ils sont bloqués en Angular 7. Et que les devs, ils n'aimaient pas l'Angular 7. Du coup, ils ont dit, on va passer. Quand on a réfléchi, enfin, on leur a demandé, mais pourquoi vous êtes passé en React? Parce qu'a priori, il y avait un ou deux devs qui préféraient. Il y avait un dev, encore une fois, problème de vision, d'alignement de stratégie. Il y avait un dev qui n'était pas très content, et que les devs, ils coûtent cher. Et au bout d'un moment, il a dit, tiens, tu vas pouvoir faire cette petite refactorisation-là, fais-toi plaisir, prends les technos que tu veux. Cool. En bac, il a fait du Nest, alors que tout était en Spring. Tout était en Java, ouais. Et oui. Spring, vite fait. Et en Java, tout était en Angular, et du coup, ils ont fait du Next. Et là, patatras, parce que c'était horrible. Ça rajoute une vraie complexité, parce que du coup, c'est du Nest qui est intégré dans l'Angular. Et ça met des heures à builder. C'est une catastrophe niveau performance, c'est une catastrophe. L'Angular va bien plus vite que le Next. L'Angular 7 sont plus rapides. Voilà. Et pourtant. Mais bon, tu as envie de faire plaisir au dev pour qu'il reste, pour le garder, parce qu'il est là depuis un petit moment et il a fini par se barrer. Non, le Nest, le Nest, pour le coup, Thomas, la brique Nest. La qualité de code n'est pas ouf. Et c'était justement le microservice des permissions. On allait devoir beaucoup bouger. Et nous, comme on travaillait qu'avec du Excel, pour définir tout, on avait vraiment besoin d'être capable d'avoir un tableau Excel en test. En fait. Donc, du coup, nos entrants, nous, on travaillait avec eux sur le tableau Excel pour définir nos permissions. On n'avait plus qu'à mettre à jour les tableaux Excel qui correspondaient à nos attendus de test. J'ai fait une petite archi-exa pour ça. Et derrière, en fait, on savait exactement quels étaient nos attendus. On gagnait énormément en sécurité là-dessus. Et le code était pas, le Nest ne leur permettait pas de faire ça, donc il aurait fallu tout refactoriser. Et comme ils n'avaient aucune connaissance en Nest, assez rapidement, Olivier m'a dit, bon, on revient en Spring Boot. Quitte à le faire, autant le refaire en Spring Boot. Du coup,
Ça a été Et- ramené avec du modulite, parce que du coup, j'ai pris ça comme qui est élément de travail pour la Et même les nouveaux web services, ils ont fait encore un nouveau web service dernièrement, et pareil, ils ont en Spring Boot, Bah, oui. en Java 25. Enfin, ils sont revenus quand même là-dessus. Donc, C'est leur ouais, c'est Continue la démo, il est seul. ouais. Ouais. Donc, ouais, après, il y a. Oui, sur React et Angular sur la clé. Oui, ouais, exactement. Ah, mais là, ils n'ont pas de gaz, ils Next. n'ont pas ce qu'il faut pour faire plus. Hein. Donc, ouais, après, il y a plein de fonctionnalités. Donc, comme on disait, les doors, enfin, les portes pour gérer tout ce qui est Les port, accès. les accès, les schedules pour vraiment faire des actions à des horaires ou sur des événements précis, de faire des actions. Les alarm zones, ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir activer une alarme à telle heure, en fonction, enfin, les scénarios, ça c'est décrit. Les événements, ça c'est les caméras qui envoient des events au système, comme ça l'opérateur peut aller voir les événements qui sont arrivés pour telle caméra, telle caméra. Et Action Indicator, C'était pour le feu à distance. Et du coup, sur toutes ces features-là, il y a que les devices et les doors qui sont vraiment, ils utilisent vraiment sont quelque vraiment chose. utilisés en prod. Et encore, donc ça correspond à l'access control. Même l'access control il est très peu utilisé. Donc tout ça, c'est vraiment de l'énergie qui a été dépensée pour finir rien. Après, ils ont quelques petits modules de BI, de Business Intelligence, justement, utilisé nulle part. Qui est activé nulle part. Parce que c'est un truc qu'ils vendent en plus, donc c'est une option que le client prend ou pas, et du coup, ils peuvent avoir des informations en plus et en tirer des conclusions. Sur l'intégration, tu n'auras pas de données. Ouais, je pense pas que. Mais bon. Et assez vite, on a perçu, je pense que vous le percevez assez rapidement, que l'UX est très perfectible. Ouais. Et si, ils ont quand même un testeur, Tudor. qui a mis Tudor, ouais. Qui est quand même Moi, c'est la première fois que je voyais un testeur qui a trouvé aucune erreur en une année. Sur toute notre dev, tout marchait bien tout le temps. Et pourtant, Pour dire le niveau de confiance. pourtant, en prod, on a trouvé des erreurs. Pourtant, on a trouvé des erreurs en live, hein, mais lui, tout passait. C'est incroyable. Et après, je pense ils ne l'ont pas dit, mais je pense qu'ils étaient plus ou moins conscients de ça. Oui. Parce que tout ce qui était, ils nous ont demandé en fait de ne pas passer en permission immédiatement. Alors, c'est un truc qu'on n'a pas dit qui n'est pas fait. Oui, c'est vrai quand même. En fait, on est toujours en rôle, mais automatiquement, quand on affecte des rôles, il y a un ensemble de permissions qui sont calculées à partir des rôles. On dit, en fait, on raisonne toujours en rôle et on dit, voilà, quand tu as tel rôle, du coup, ça engendre telle permission. Et donc, derrière, en fait, on fonctionne qu'avec de la permission. Les deux modes existent, en fait. C'est-à-dire qu'une personne, il a un ensemble de rôles et un ensemble de permissions qui sont définis, toujours systématiquement. Et il y a du code qui va checker des rôles et il y a du code qui va checker les permissions. Et comme ça permet de migrer petit à petit. Et en fait, ce qu'ils nous ont demandé de faire, c'est quand on migrait des choses, c'est de dire, quand on migre, on calcule, on définit les permissions, on les génère, et on garde un check de rôle, un check de permission, et on log quand il y a un écart. Quand il y a un écart, ouais. On part en prod comme ça, et quand on se rend compte qu'il y a des écarts, on les analyse, on fixe, et quand on se dit, OK, a priori, il n'y a plus d'écart, les gens utilisent l'appli, on ne voit plus de trucs, on vire les checks de rôle, et on garde que les checks de permission. Et nous aussi, les recos qu'on leur a fait, c'est de dire, par contre, les checks de permission, parce qu'il faut les monter au plus haut, donc quasiment toujours au niveau des API REST, parce qu'ils avaient tendance à avoir mis, eux, tous les checks de permission assez bas. Ils étaient au niveau des UJB, en fait, ils étaient en dessous des UJB. Enfin, dans le JB, à l'entrée du JB, ils vérifiaient. Ça, après, pour avoir une vision claire sur la gestion de nos permissions, c'est l'enfer, en fait. Du coup, ça, je pense qu'il faudrait faire un chantier pour remonter aussi toutes les permissions le plus haut possible. Et voilà, un peu. Alors, la mission, je pense qu'on a déjà fait plus ou moins le tour. Donc, c'est la migration des rôles en permission, qui est toujours en cours, qui est dans. Tu n'as pas montré un exemple de fichier Excel qu'on avait sur. Hein? Attends, quand même, tu fais des fichiers Excel, arrête. Je sais pas. Payback. Je sais pas si je vais avoir. Donc, on avait ça, il y avait. On n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de budget, comme on avait dit. Et donc, ils se sont dit, OK, en fait, on ne va pas réussir à migrer toutes les permissions. Donc, on va mettre plutôt la priorité sur le Live Exit, qui met en rôle. Et donc, on a viré de Nest en Spring. Et comme disait Stéphane, arrivé là aussi, il y a eu des besoins métiers. Du coup, on a fait les devs aussi pour leur ajouter les fonctionnalités en plus. Globalement, c'était
final, 1 an, on a fait ça. Ouais, et le live bah, c'est toujours en cours, hein, c'est ma dernière tâche. Qu'ils espèrent que je finisse avant la fin de l'année, hein, et ils me tannent pour qu'on finisse. Là, je viens de mettre en intégration une grosse partie, bah, Tudor va tester, donc on n'aura pas de bug, et ils vont serrer les fesses quand ils vont être en prod parce qu'ils ont déjà des problèmes de perte là actuellement, ils ont pas mal de problèmes de perte. Peut-être rappeler l'intérêt pourquoi on quitte LiveFrame. Bah, ouais. On l'a dit. Au kit LiveFrame, bah, de toute façon, qui bloque les versions, enfin, qui bloque la montée de version de Java, de Wi-Fi, enfin, qui bloque un peu tout leur système, et en plus, ils veulent passer en système de permission, et LiveFrame les bloque aussi là-dessus. Donc, il y a plein de raisons pour le virer, mais ça, il faut recoder ce que fait LiveFrame dans le code de métier du corps. Garder quand même un équivalent. Parce qu'il y avait quand même pas mal de code métier. Parce que la structure des organisations, c'est LiveFrame qui gère qu'un VSP a un customer en dessous, c'est LiveFrame qui gère ça. Ouais. Enfin, il gère plein de choses, il gère aussi les droits de créer, de modifier des rôles. Donc, je suis là-dessus actuellement. Et tu auras fini à quand, tu crois? Je sais pas, parce que là, je suis sur des problématiques assez. Il m'a dit, ça va être compliqué. Déjà, quand Olivier te dit que ça va être compliqué, tu sais que ça va pas être. Ouais. Même pour lui, c'est pas sûr que ça va le faire correctement. Donc voilà, c'est la dernière mission, en espérant que j'arrive jusqu'à la fin. Ce serait quand même bien une belle étape si j'arrive à la fin et que c'est en prod, ce truc-là. Et on sent que c'est quelque chose qui est important pour eux parce qu'ils ont dépriorisé le passage de permission. Donc je pense qu'on a, je sais pas, 80% de l'appli qui est en permission maintenant. Ouais. Bah, il reste que la gestion de l'organisation et des users qui restent à faire, qui rien n'est fait. Donc, après, il y a quelques permissions. Il y a quand même peut-être certains qu'on n'est pas en step 3 parce qu'on a commencé à implémenter les permissions, mais c'est pas les permissions qui sont bloquantes, mais c'est bien toujours les rôles qui sont bloquants. Donc, c'est qu'on a pris le parti aussi au bout d'un moment, quand on a vu que ça marchait, qu'on faisait les features et que ça marchait, au bout d'un moment, on a dit, bon, alors c'est quoi? On sentait que ça allait se tendre un peu au niveau budget. On dit, c'est quoi la finalité? Quelle direction peut prendre la mission? Et donc, on a mis en stop cette histoire de permission pour faire le live exit. Ça, c'était vraiment en juillet, quoi, à partir du juillet août, quoi. Bah ouais, j'ai commencé peut-être en septembre, normalement. T'es arrivé à ce moment-là. Permission, mais très vite, t'es pas sur la tête. Bon, très rapidement, 16h24, on parle trop alors qu'on n'a rien dit. Rex, qui commence? Là, je vais commencer. C'était quand même une mission intéressante. Moi, j'ai vraiment kiffé l'audit. C'était vraiment pas mal d'arriver dans l'inconnu. À deux, je pense tout seul, ça aurait été quand même compliqué, hein. Et là, je pense qu'en plus, on se complétait bien. Il faudrait vraiment une bonne équipe parce que c'était vraiment pas simple. Fallait jouer un peu des coudes. Mais ça, c'était vraiment une bonne expérience, quoi. Après, le dev, c'était plus compliqué quand même parce que techniquement, franchement, c'était pas hyper sexy, hein, on va pas se mentir. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur les Excel à faire des allers-retours avec Olivier. Et souvent, je lui dis, mais t'es sûr, là, on modifie l'existant, ça va casser. Non, mais c'est sûr, il n'y a pas besoin. Ça partait en prod et ça cassait. Tu revenais en arrière, on éditait le fichier 15-20 fois. Donc ça, c'était vraiment fatigant. Parce que le dev, une fois que Thomas avait fait sa brique, en fait, c'était vraiment très, très facile à implémenter, quoi. C'était l'autoroute. Bon, en plus, je ne parle pas de LiveRectic qui était vraiment plus compliqué, quoi. Mais sinon, non, échange intéressant. J'ai essayé de pousser un moment la montée de version d'Angular sur une version récente par IA, mais mes tokens ont vite cramé et du coup, ça a pris un peu plus de temps que prévu et j'avais plus le temps, hein, parce que vraiment, je le faisais en mode annexe et je voulais leur montrer que ça pouvait marcher rapidement et ça ne l'a pas fait. Il a fallu que j'ai un peu plus d'argent, je pense. Ça partait bien, mais j'ai pas pu le finir. Et puis après, de toute façon, on s'est fait éjecter. Donc, on s'est fait éjecter, c'était très rapide. Hein. C'était très rapide, on n'a pas eu le temps de préparer vraiment la sortie de l'autre. C'est genre, on n'a plus de thunes, vite, il ne reste plus que, je ne sais plus combien, il restait 15 000. Enfin bref, donc on vous sort rapidement. Ok, au revoir. Voilà pour moi. Ouais, moi je vais enchaîner parce qu'il est moi je suis d'accord sur ce que tu viens de dire. Ce qui était vraiment intéressant, c'était comprendre le besoin, et arriver à définir justement les process qu'on allait pouvoir mettre en place. Donc, comment est-ce qu'on allait redesigner le microservice pour que ça corresponde à notre besoin, comment est-ce qu'on allait pouvoir itérer derrière. Mais une fois que c'était défini, après, c'était un peu plus redondant et un peu moins intéressant, quoi, beaucoup moins challengeant.
Et ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'on allait arriver à un moment intéressant. C'est le moment où, du coup, là, tout l'écran qu'on a montré pour gérer les rôles, ça allait être poubelle, puisqu'il fallait qu'on quitte le monde du rôle et qu'on passe en mode permission. Et donc là, il y avait tout à inventer. Donc Stéphane, il a commencé à faire des workshops avec eux pour leur dire, pour essayer de définir un peu la tête des écrans, quel niveau de granularité on allait pouvoir avoir. Olivier avait des idées assez fortes là-dessus. Et clairement, là, du coup, on avait commencé à taper sur du front. On s'est dit, OK, derrière, il fallait moderniser ce front-là parce que les capacités à produire étaient très mauvaises avec leur Nest, c'est pas bon. Et on n'a pas pu aller plus loin parce que c'est le moment où ils ont coupé, voilà, ils n'avaient plus d'argent. Donc ça, c'était un vrai, un peu dur, un peu casse-pied, quoi. En vrai, en fait, ce qu'on se rendait pas bien compte, nous, tout le temps, c'est on a cette sensation de dire, à mon avis, AWS leur coûte un bras. Ouais, dès les 2 premiers jours, on a su que financièrement, c'était pas bien, quoi. Pourtant, ils ont des beaux locaux, tout est bien, mais tu te sentais qu'ils galèrent. Mais ils partageaient les locaux, ça fait Ouais, mais très vite, on l'a senti. Que financièrement, ça allait pas très bien. Et voilà, un an plus tard, J'ai confirmé. Ils étaient, en vrai, je sais pas, Paul, ce que tu en penses, mais moi j'avais l'impression que c'était un peu la mort dans l'âme. Ils se sont dit, en fait, c'est Antoine qui a appris, qui a un peu du jour au lendemain, qui a annoncé, en fait, ça y est, on n'a plus de thunes. Je pense qu'ils avaient dû faire un codir. Il m'a appelé, il m'a dit, je suis désolé, on n'a plus de budget. Voilà. Il faut sortir absolument 2 personnes pour. J'ai un budget de 15 000 € jusqu'à la fin de l'année. Et avec du recul, en fait, ça a mal été géré encore une fois parce qu'avec du recul, en fait, on était à 3 parce qu'il y avait Lise qui travaillait avec nous. Sauf que notre capacité à produire était bien plus élevée que leur capacité à relire, à valider nos choix. Donc, en fait, ça fait goulot d'étranglement assez rapidement. En fait, il y a plein de trucs qui sont pas partis en prod pendant des mois. Et à un moment, quasiment au moment où moi, c'était la fin de ma mission, j'ai dû pousser plein de trucs en prod. C'est prêt, on pousse. Mais en fait, après, t'étais plus là. Donc, forcément, il y a 2-3 trucs qui étaient pas parfaits. Hein. Alors qu'au final, c'est même sûr, si on était resté qu'à 2 sur le truc, ça aurait lissé beaucoup plus la charge. On aurait bien été plus pertinent et je pense qu'on aurait pu travailler plus longtemps et cramer moins de gaz. Les enjeux de staffing, ça nous arrangeait bien. Oui. On était content de passer à 3, nous, et de staffer du monde. Mais en fait. Donc, à ce moment-là. Mais je crois qu'ils ont subi autant que nous, nous un peu plus quand même, les problématiques de thunes. Ouais, et moi, mon retour, après, je suis arrivé vraiment à plus tard où ça roulait déjà pour côté permission. Donc, effectivement, que c'était pas un boulot hyper intéressant parce que migrer des permissions, lire des fichiers Excel, implémenter le truc, ça va 5 minutes, mais quand tu l'as fait une fois, tu le refais 10 fois, c'est pas très intéressant. Mais par contre, la partie de l'iFresh, je trouve malgré tout intéressant, même si c'est du vieux code, il faut se palucher ça. Et Olivier, pour le coup, est vraiment moteur. Il aide. Il connaît très bien l'appli. Ça, c'est un gros avantage. Hein. Tu lui poses une question, il va être capable de te dire, c'est là, il faut regarder ça, Donc c'est quand même, ils sont à l'écoute. Tu as besoin d'aide et ils se rendent dispo. Ils sont plutôt cool quand même. La relation est plutôt cool quand même avec eux, je trouve. Après. Ils ont plus de thunes parce que même en interne c'est compliqué a priori ouais, c'est pas sûr que tu dis on pensera peut-être pour eux, je sais pas si ce sera encore là dans ces ouais, c'est ça parce que les signaux qu'on a. Ouais, c'est pas voilà. Et au final faut quand même dire ils ont fait le point là, ils sont quand même hyper contents du taf qu'on a produit. Parce qu'à la fois on a produit du taf et en même temps il y a vraiment beaucoup de docs. Ouais. On est toujours en mode on sera plus là à un moment, donc faut qu'ils soient capables. Donc ils sont hyper contents du taf qu'on produit. Ils ont salué la qualité et surtout pour du full remote parce qu'on était vraiment. Je crois que les termes c'était qu'ils n'ont jamais vu en termes de qualité un truc comme ça. Et ils ont salué aussi notamment le taf de Jeff. Parce que t'as vite repris le flambeau. T'as très vite repris le flambeau. Comme je le disais, l'iFrame pour eux, c'est un vrai fil à la patte qu'ils ont depuis des années et qu'ils n'arrivent pas trop à sortir. Et c'est aussi pour ça qu'on a placé Jeff, parce qu'on sait que Jeff, il a le cuir épais et qu'il a l'habitude de ce genre de
de vieille archi, Et, de machin. et surtout, ils ont déjà ils avaient commencé à y penser, ils avaient voulu le faire, hein, parce que c'est pas nouveau, ils avaient déjà commencé à vouloir sortir les Mais il y a organisations, tellement sortir. d'adhérence partout. Mais voilà, c'est ça, que tout le code dépend de ça, et donc c'est compliqué, ils n'avaient pas le temps. Enfin, Olivier n'a pas le temps, clairement, hein. Je le vois, hein. Là, sur les PR, j'ai une PR d'avance, mais en fait, comme j'ai fait des PR à 100 ou 200 fichiers sur l'iFrame de modif, donc forcément, le temps qu'il lit la PR d'avant, bah, moi j'ai déjà fini la suivante. Ouais, ouais. Mais en tout cas, ils sont hyper contents du taf. Et on a essayé de faire un peu d'IA là-dessus, parce qu'ils sont arrivés. Ouais, sur des volumes. Je sais pas combien il y a de milliers de lignes de code sur le corps, mais c'est tellement énorme Ouais, et c'est découpé de manière très compliquée. C'est là, par Ça va contre, trop vite. Ça c'est impossible. Enfin, vraiment, là, l'IA, ce trop genre de de choses, ça marche pas. Désolé, on était bavard. Est-ce que vous avez des questions? On vous a assommé de anecdotes. Bah, les perspectives en 2026, bah, c'est marrant, ça, c'était les slides de septembre. Voilà, il n'y a plus trop de perspectives. Mais bon. On verra. On verra, peut-être un jour. Inch'Allah. Inch'Allah. Et ben, si vous n'avez pas de questions, bon appétit. Merci, les chats. Moi, je pensais pas qu'on allait parler pendant 1 heure. En fait. Non, mais comme quoi, tu vois, en fait, Ils sont toujours trop bavards. Enfin, après, on fait comme ça, fait chier, ça fait du monde.